Bonjour tout le monde, bienvenue au panel, bienvenue à ce dialogue de bonne heure le vendredi matin. Donc, on va essayer de vous rendre ça intéressant. On a un excellent panel. D'entrée de jeu, bon, c'est un événement qui est virtuel, là, mais il y a beaucoup d'entre nous qui sommes présentement à Tiohtià:ke, donc connu sous le nom de Montréal. Donc, c'est un territoire qui a longtemps servi de lieu de rencontre d'échange entre les peuples autochtones. Donc, on aimerait d'abord honorer, reconnaître et respecter les nations qui vivent sur ce territoire, puis les remercier pour leur hospitalité. Donc, le panel d'aujourd'hui, je ne parlerai pas trop au début pour laisser le plus de temps possible là, à mes deux collègues. Donc, on va le diviser en trois. On va d'abord avoir une discussion sur la gouvernance climatique et la place de l'énergie, donc une perspective internationale et canadienne par Alexandre. Ensuite, on a Geneviève Gauthier qui va nous parler des solutions de décarbonation, défis et limites. Et finalement, ben, je vais compléter tout ça avec une petite discussion sur les dilemmes de la carboneutralité dans un contexte canadien vers la fin. Donc, on va avoir une période de questions si on ne dépasse pas trop là, pour mes deux interlocuteurs et moi-même. Donc, on va essayer très fort. Puis à la fin, ben, on pourra regarder vos questions puis essayer d'étendre la discussion un petit peu. Donc, Alexandre, je te laisse la parole en premier et puis bonne présentation. All right, bonjour tout le monde, content d'être ici avec vous. Bon matin, Alexandre Gajevic-Sayek, je suis professeur en sciences politiques à l'Université Laval, je suis spécialisé des politiques des changements climatiques. Très content d'être avec vous. J'ai envie de vous présenter aujourd'hui, en fait, une question en particulier qui va faire vraiment une analogie entre le contexte canadien et le contexte international. Alors, oui, comme vous savez, bon, la décarbonisation et la transition énergétique font consensus dans la communauté internationale. Mais c'est vrai que l'action politique est très souvent dans plusieurs contextes au ralenti. Alors, j'ai envie de vous parler d'un problème central qui explique le pourquoi l'action est au ralenti, mais aussi en même temps comment on pourrait en fait attaquer de front ce problème-là et amener une partie de solution et en particulier, ben, peut-être arriver à accélérer la transition énergétique et l'action climatique. Alors, en gros, je vais essayer de vous présenter au niveau canadien d'abord, comment la justice climatique pourrait être un accélérateur de la transition énergétique et de l'action climatique. Et je vais vous présenter donc pourquoi la justice climatique pourrait être un accélérateur au Canada et au fait faire une analogie que est-ce que ça pourrait être aussi le cas au niveau international. Et je vais vous présenter d'abord au Canada cette fois-ci parce qu'au fait, là, on vient de faire une étude, mon équipe et moi, sur cette question en particulier. Et au fait, c'est ça, c'est comme on commence à avoir des données. Et donc, là, on aimerait justement faire comme ce genre d'études-là, continuer ce genre d'études au Canada, mais aussi au niveau international parce que les données sont quand même encourageantes pour notre hypothèse. Alors voilà. On sait qu'au niveau comme politique, l'action climatique est souvent perçue comme une attaque directe à ceux qui profitent de l'industrie pétrolière, notamment, et aussi à certains travailleurs et certaines communautés directement à leur gagne-pain. Alors, comment est-ce qu'on peut résoudre l'impasse climatique à l'échelle canadienne, notamment, sachant que l'action climatique, des fois, est perçue comme une attaque directe à ces personnes? Et c'est là où, justement, je soulève cette question. Est-ce que si on fait une transition plus juste, donc en prenant plutôt compte des personnes qui vont être vraiment affectées, avec des politiques plus précises pour ceux qui vont être vraiment affectés, est-ce qu'on pourrait y aller plus rapidement? Alors, mon objectif, c'est de montrer qu'une transition plus juste pourrait soulager les tensions politiques dans différents contextes, mais là, je me concentre sur le contexte canadien. Alors, bon, comme vous savez, on a besoin de cette accélération-là parce que le Canada n'est juste pas en train d'atteindre ses cibles de réduction de gaz à effet de serre. Comme vous savez, on est assez en retard. On n'est pas dans la voie d'atteindre le cible de l'accord de Paris et on n'est pas dans la voie d'atteindre, en fait, ce que le GIEC demanderait, ce qui est plus exigeant encore, ce qu'on avait fait dans le cadre de l'accord de Paris. Disons que maintenant, si on prend la cible canadienne qui serait de 40 à 45 de réduction d'émissions, encore là, c'est comme on n'est pas dans cette trajectoire-là. Et comment on va faire pour atteindre ces cibles? Bien, il faut qu'on s'attaque à la source du problème, notamment au secteur le plus polluant. Et là, je me concentre sur le secteur du pétrole et du gaz. Alors, on a besoin de diminuer radicalement notre production de pétrole et de gaz au Canada et on n'est pas en train de le faire. On a beaucoup de difficultés de traiter cette question de manière politique parce qu'elle est tellement contentieuse du point de vue politique. Donc, ça en soulève tellement de tensions. Alors, justement, pour pouvoir mieux le faire, je vais vous présenter certains éléments. Alors, et comme vous savez, ben, le pétrole et le gaz, c'est 26-27 de toutes les émissions au Canada. Et en fait,
ce secteur a été en croissance dans les 30 dernières années de manière vraiment importante. Alors, on n'est pas du tout, on est vraiment sur l'accélérateur. On n'est pas du tout en train de ralentir la cadence. Or, ce secteur-là, ça représente presque 200 000 emplois directs au Canada, presque 600 000 emplois en tout si on calcule les emplois indirects. Ça fait en sorte que, et sans compter évidemment que ça fait aussi, ça représente aussi quelque chose dans les fonds de pension au Canada qui sont comme encore investis dans ces secteurs-là, encore plusieurs fonds de pension. Donc, ça représente pour beaucoup de gens, surtout pour beaucoup de communautés, encore leur gagne-pain. Alors, c'est ça où là, j'essaie de voir comment est-ce qu'on pourrait avoir peut-être une transition plus rapide et pour commencer, une chose que notre équipe a faite, c'est qu'on a recensé comme toutes les études qui montraient est-ce que oui ou non la transition énergétique va créer davantage d'emplois. Et là, ce qu'on est en train de montrer, c'est que la plupart des gens qui sont employés dans ce secteur-là pourraient retrouver un emploi dans les secteurs d'énergie verte. Alors, on voit qu'en fait, les secteurs d'énergie verte, de technologie verte, que ce soit au niveau des transports, au niveau du solaire, au niveau de l'éolienne et bien d'autres, au niveau de la rénovation verte et tout ça, en fait, on va avoir beaucoup plus d'emplois créés dans ces secteurs-là que des emplois vont être perdus dans le secteur pétrolier et gazier. Alors, ça, c'est vraiment une très bonne nouvelle. Alors, au niveau macro, vraiment, on va avoir beaucoup plus d'emplois que des emplois vont être perdus. Par contre, évidemment, les chiffres, ce n'est pas de la magie. Pas tous les travailleurs ont des skills transférables et pas tous les travailleurs, en fait, toutes ces industries-là ne vont pas nécessairement être créées dans les endroits où les emplois vont être perdus. Et aussi, il y a toujours le problème de l'acceptabilité sociale. Quand on fait une politique climatique, alors que ce soit n'importe où dans le monde, il y a toujours des problèmes d'acceptabilité sociale et des gens qui vont comme récupérer les politiques climatiques un peu à leur manière pour essayer justement des fois de les miner. Alors, c'est là où j'arrive avec cette idée. Est-ce qu'on pourrait, au fait, est-ce qu'une transition plus juste pourrait faire en sorte que ça soit plus rapide? Est-ce qu'on pourrait prendre soin des personnes qui vont être les plus affectées? Alors, comment est-ce qu'on pourrait faire ça? Alors, ce que nous, on a fait, on a commencé à penser concentrons-nous sur le cas des travailleurs. Et là, on a dit, OK, pensons à des mesures qui feraient en sorte qu'on pourrait prendre soin des travailleurs et faire en sorte qu'on pourrait avoir justement des programmes de formation, des programmes de soutien, des programmes de l'aide au déménagement, même des programmes plus rapide pour ceux qui devront prendre leur retraite plus vite. Et comment est-ce qu'on pourrait présenter ça justement en faisant en sorte qu'on pourrait aider la population? Et ce qu'on a fait, au fait, c'est qu'on a dit, je pense que si on fait une transition plus juste, ça pourrait être plus rapide. Là, on va essayer de tester ça de manière empirique. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris, OK, on va prendre 2 questions et on va poser ça à la population canadienne. Alors, on a posé 2 questions à 1500 personnes à travers le Canada. Donc, on a fait un gros sondage. Et les 2 questions, est-ce que vous êtes d'accord pour une augmentation de la tarification du carbone? Donc du prix du carbone. Et deuxièmement, est-ce que vous êtes en faveur d'une diminution de la production de pétrole et de gaz? On a posé ces 2 questions-là, on a voulu voir les résultats et ensuite, on a comparé ces mêmes 2 questions-là, mais avec des mesures de justice. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes en faveur de l'augmentation du prix du carbone si on distribuait, disons, cet argent de retour à la population? Si on utilisait, donc deuxième option, si on utilisait cet argent-là pour créer des jobs dans les industries vertes, et si, troisièmement, si on utilisait cet argent-là pour prendre soin des travailleurs pour les aider durant la transition. Alors, on donnait comme donc une option de base et 3 options pour pouvoir comparer. Et ce qu'on a réussi à voir, c'est que à chaque fois, donc partout au Canada, ce qu'on réussit à voir, c'est que effectivement toutes les mesures de transition justes. Alors là, je veux juste comme vous montrer certaines diapositives. Rapidement, là, vous voyez mon écran. Alors, voilà. Alors, toutes les mesures de transition justes faisaient en sorte qu'on réussissait à avoir plus de gens en faveur de la transition, d'une accélération de la transition qu'auparavant. C'est-à-dire que, donc, ici, en fait, là, je vais pouvoir vous montrer quelques images. Alors, regardez surtout ici, si vous pouvez voir. Regardez donc ici, c'est toujours l'option de base que vous voyez.
donc pour les différentes provinces. Et ici, c'est les différentes options si on inclut des mesures de justice climatique. Alors, vous voyez que, par exemple, en Alberta, est-ce que vous êtes d'accord avec avec l'augmentation du prix du carbone? Alberta, Saskatchewan, on voit qu'il n'y a comme pas un grand support, et même ailleurs, on voit que comme il n'y a pas un grand support au début pour ça. Mais si on dit, si on prend soin des ménages, si on prend soin des travailleurs, si on crée des jobs dans les industries vertes, on voit que wow, même en Alberta, en Saskatchewan, partout au Canada, il y a beaucoup plus de gens qui vont devenir en faveur de l'augmentation du prix du carbone, de la tarification du carbone. Alors, on voit que notre hypothèse semble, OK, c'est pas mal encourageant. Plus de gens sont en faveur et beaucoup moins de gens sont défavorables. Alors, on voit que l'opposition à la tarification du carbone diminue vraiment beaucoup si on inclut ces mesures de justice climatique-là. Alors, on voit que c'est vrai pour l'Alberta, pour la Saskatchewan, c'est vrai pour un peu partout au Canada. Et pour la deuxième question, est-ce que vous êtes en faveur de diminuer plus rapidement la production de pétrole et de gaz? On voit qu'est-ce qui se passe, un peu la même chose. Donc, les gens ne sont pas beaucoup en faveur de diminuer la production de pétrole et de gaz dans plusieurs endroits au Canada. On voit juste au Québec qu'on a déjà un fort soutien pour ça. Mais on voit que si on inclut des mesures de justice, donc si on crée des jobs dans les industries vertes, si on prend soin des travailleurs, wow, tout d'un coup, les gens sont beaucoup plus en faveur de la augmentation, en fait, de la diminution plus rapide de notre production. Donc, si on prend soin des travailleurs, on a plus de gens partout au Canada qui seraient plus en faveur de ça. Et on a aussi beaucoup moins de gens qui seraient en défaveur. Alors, on voit que l'opposition à cette diminution plus rapide diminue aussi partout au Canada. Alors, c'est ça qui est encourageant. Alors, on voit que, par exemple, donc, si on veut tester à l'échelle canadienne, l'hypothèse semble confirmée. Donc, on voit que on voit qu'une transition plus juste diminuerait beaucoup la tension politique et pourrait ultimement être plus rapide. Et on a vu aussi qu'un peu, il y a une confirmation au niveau, on a vu justement qu'il y a comme des unions, syndicats. Des syndicats, merci beaucoup, il est très tôt le matin. On a vu qu'il y a des syndicats aussi qui avaient dit qu'ils représentent les travailleurs du fossile, qui avaient dit, hey, regardez, on pourrait être d'accord pour plus d'action climatique, mais prenez soin de nous, s'il vous plaît. Alors, on voit qu'il y a comme des gens qui sont manifestés aussi des volontés dans ce sens-là. Et c'est pour ça qu'on croit que, voilà, au Canada, on semble avoir cette notion-là qu'une transition plus juste pourrait être plus rapide. Et ça me ramène au niveau international. Donc, je vais finir avec cette idée-là. Donc, on sait qu'au niveau international, depuis facilement, alors on peut se ramener au protocole de Kyoto, mais disons un peu plus tôt, plus proche de chez nous, disons à partir de Copenhague et clairement à Paris, donc 2009-2015, et clairement, ça a été le cas dans les dernières COP, les pays en développement demandent la justice climatique. Les pays en développement demandent à ce que aidez-nous, alors pour des raisons tout à fait valables, c'est-à-dire que pour les pays développés ont plus pollué dans le passé, les pays développés sont plus en mesure aujourd'hui de réduire leur GES et d'aider ces pays-là à réduire leur GES. La justice climatique a toujours été comme au cœur des tensions politiques au niveau international. Alors, ça me fait croire que aussi, si on soulageait cette question de la justice, si on adressait cette question de la justice climatique, on pourrait aussi soulager des tensions au niveau international. Et ça fait donc, c'est pas d'hier que les pays demandent à ce que le 100 milliards par année leur soit donné justement pour les aider à décarboniser leur économie et à les aider à s'adapter au changement climatique. Alors, ça fait longtemps même, justement, que ce soit les pays nouvellement industrialisés comme le Brésil, l'Indonésie, l'Inde, la Chine demandent ce soutien-là. On voit donc les BRIC countries, l'Afrique du Sud aussi, les basic countries, ils demandent cette aide-là. On voit notamment que là, la question aussi des loss and damage devient vraiment centrale au niveau des négociations. Alors, ça fait longtemps que cette question de la justice climatique-là contribue à cette impasse parce que les pays développés n'ont pas le leadership de vraiment la traiter convenablement. Et là, ça me pousse à croire que oui, on va espérer que cette COP aujourd'hui, en tout cas, du moins, là, on commence à voir que la question, elle est comme vraiment incontournable. Alors, on espère voir que
on pourrait avoir plus d'action climatique aussi au niveau international si on faisait des négociations plus justes. Alors, j'espère vraiment que cette question va arrêter d'être négligée et qu'on va pouvoir, et là, j'ai hâte de faire des études aussi pour voir est-ce que ce serait également le cas au niveau international, mais j'ai vraiment l'impression que oui. Alors, je vais vous laisser là-dessus. Donc, comment accélérer le pas? Ben, faisons une transition plus juste. Alors voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Alexandre. Alexandre Gaïvic-Sayek, je rappelle qu'il a été professeur de sciences politiques à l'Université Laval, spécialiste en politique climatique. Donc, excellente première présentation. On va aller à notre deuxième panéliste, Geneviève Gauthier, directrice nationale chez Conelair. Donc, Geneviève, à toi la parole. Merci. Vous voyez bien l'écran? Ça s'en vient? Est-ce que tu peux faire un signe de oui C'est si bon? l'écran... Oui. Ah, OK, super. Excuse-moi, Bon, c'était bien, moi. bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir d'être là. Vous allez voir que je vais avoir une perspective complémentaire là, à ce qu'Alexandre, tu viens de présenter. De par mon rôle, là, je suis plus du côté praticien. Là, donc, je travaille pour Econolaire, donc je ne suis pas universitaire, mais chez Econolaire, on a l'occasion de travailler autant à l'international qu'au Canada, autant avec les institutions telles que Banque mondiale, les banques asiatiques de développement, des gouvernements à l'étranger, pour les supporter à développer des politiques, des cadres réglementaires, des programmes d'accroissement des capacités pour accélérer la transition énergétique, la décarbonation, impliqué aussi en justice climatique, genre tout ce qui est les politiques et puis la situation des femmes, de l'accès à l'électricité, donc toutes sortes d'autres enjeux aussi que certains pays en développement ont. Ma pratique à moi, plus particulièrement, je suis plutôt focusée sur le côté canadien. Donc, je travaille autant avec les gouvernements que les utilités publiques sur les mêmes thématiques que je viens de vous mentionner, mais également avec des entreprises. C'est ce côté-là que je voulais amener dans la courte présentation ce matin. Donc, autant avec des gestionnaires immobiliers que des entreprises du secteur industriel, des très grandes et des très petites, sur la décarbonation de leurs activités. Puis, je vais changer un peu qu'est-ce que j'allais dire. Je vais présenter les diapositives, sont encore pertinentes pour peut-être faire le pont avec ce qui a été dit précédemment là, par Alexandre. Donc, quand on parle d'accélérer la transition énergétique, oui, tout à fait, les différents leviers, notamment là, ce qui a été parlé ce matin de justice climatique qui pourrait accélérer la décarbonation. Et il ne faut pas complémentaire à ça, il y a les individus, il y a les grandes, on peut réglementer sur l'utilisation du pétrole, etc. Il y a quand même les entreprises, les très grosses entreprises et énormément de petites et moyennes entreprises au Canada qui veulent bien se décarboner et qui n'ont pas les connaissances pour le faire. Vous savez, tout comme moi, qu'il y a énormément de littérature sur le sujet de comment décarboner les entreprises, les pays, les économies, etc. Mais ces entreprises-là ne la comprennent pas. Il y a beaucoup qui se dit dans les journaux, l'hydrogène, l'électrification, tout ça. Il y a une très, très grande confusion de tout ça auprès des entreprises qui les freinent dans leur décarbonation, qui les freinent un peu dans leurs actions. C'est comme si on était trop submergés d'informations, puis ça les paralyse. Là, ce que je voulais, donc, une partie de ce qu'on fait, puis notamment, on va publier avec le Conseil patronal de l'environnement du Québec un guide pour la décarbonation d'entreprise qui va être mis de l'avant gratuitement par CPEQ là, tout de suite en début d'année. Donc, dans une des choses qu'on fait chez Conab, parce qu'on a un centre de formation justement pour les personnes qui veulent aussi transitionner vers l'économie verte, on a une approche qui est beaucoup d'éducation. On croit beaucoup à l'éducation, l'accroissement des connaissances aussi comme un élément d'accélération de la décarbonation. Ce qu'on entend, puis là, je voulais vraiment vous amener une perspective d'entreprise. Ce qu'on entend souvent dans les entreprises canadiennes et québécoises, c'est de dire, ben nous, la partie de nos émissions au Canada, elle est très petite. Ça ne sert à rien de bouger. Ce ne sont pas nous qui contribuons, surtout au Québec, le plus au changement climatique. On a une situation où il fait froid, on a une situation où l'électricité n'est pas chère, donc pour nous, c'est difficile de le faire. Donc ça, c'est des freins qu'on entend souvent, des freins, des excuses, utiliser les termes qui vous conviennent, mais ça reste que c'est des éléments qui bloquent certaines entreprises à aller de l'avant. Et puis là, j'ai pris un graphique là, qui est en fait, qui était dans un des rapports du HEC, mais qui vient de l'Agence de l'énergie,
qui montre, par exemple, il y a plein d'indicateurs. Celui-là, je le trouve intéressant parce qu'il vient un peu déconstruire cette espèce d'idée-là qu'au Québec, par exemple, on a une productivité énergétique plus faible qu'ailleurs parce qu'il fait froid, donc c'est normal, on consomme plus d'énergie, parce que l'électricité et l'énergie en général est beaucoup moins chère que dans d'autres juridictions à travers le monde. Donc, ça enlève la rentabilité des projets, donc ça freine un peu l'accélération pour prendre les termes de la décarbonation. Ce que vous voyez sur le graphique, je ne sais pas jusqu'à quel point c'est grand dans vos écrans, mais voir qu'il y a un point en rouge, le Canada, qui est un petit peu en bas à gauche. Puis si on peut être attentif, là, on va regarder qu'on a des économies comme la Norvège et la Suède qui ont des coûts beaucoup plus faibles d'énergie. Il fait quand même assez froid dans ces pays-là, puis qui ont une productivité énergétique, là, donc le dollar de PIB par gigajoule consommé, beaucoup plus élevé que nous. Évidemment, il y a plein de choses là-dedans. La météo n'est pas le principal facteur. Il y a la structure des économies, il y a toutes sortes de choses. Mais néanmoins, on a cette espèce d'excuse-là qui nous freine dans nos actions. Là, ça ne s'avère pas nécessairement vrai. Il y a une corrélation avec le prix énergétique et puis la productivité énergétique, le désir de se rationaliser, mais elle n'est pas aussi forte que tout le monde peut le croire. Une des choses que je voulais amener au niveau des entreprises qui, elles, pour l'instant, se concentrent surtout sur la réduction des émissions de portée 1 et 2, surtout autour de l'énergie, parce qu'il y a encore un très, très gros potentiel à aller là, c'est la notion de perte énergétique. Il y a un même similaire graphique aussi pour le système québécois en général, qui inclut aussi le transport, le secteur des bâtiments, etc. Celui-là, c'est industriel. Mais les chiffres de perte énergétique sont entre 45 et 83 en moyenne 57 Puis même ces chiffres-là, de la façon qu'ils ont été calculés, sont sous-estimés. C'est-à-dire que les pertes sont plus grandes que ça. Des pertes, c'est je brûle du gaz, puis par exemple, il y a 15 de l'énergie qui s'en va à la cheminée. Donc ça, c'est assez bien compris. Une chose qui n'est pas comprise dans ces études-là, puis qui mène aussi à des réductions des GS, c'est par exemple, là, vous allez tous faire l'épicerie. Bon, vous avez eu l'occasion d'aller en Europe, les frigos en Europe, ils sont fermés. Ici, au Canada, dans la plupart sinon tous les supermarchés sont ouverts. Donc, on se retrouve à avoir des systèmes qui refroidissent le bâtiment, qui rejettent de la chaleur en arrière. Puis on a des systèmes mécaniques qui font qu'il y a souvent des combats de chaud, de froid. On construit des bâtiments dont l'enveloppe n'est pas efficace. Donc, on doit compenser par des systèmes mécaniques qui, oui, sont efficaces, mais qui consomment beaucoup plus d'énergie que si on avait utilisé les mêmes systèmes avec des enveloppes performantes. Il y a toutes sortes d'exemples que je pourrais vous mentionner, mais il reste qu'on est dans une culture de gaspillage au Canada. On est un jeune pays, on a l'impression de ressources naturelles abondantes. Puis ça, c'est quelque chose qu'il faut réaliser et dans les politiques publiques, je crois, et au niveau des entreprises, qu'on a cette espèce de culture-là à défaire si on veut réussir la transition énergétique puis respecter là, nos objectifs d'accord de Paris. Je ne vais pas m'étendre sur cette diapositive-là, mais la carboneutralité en entreprise, c'est un sujet qui est comme assez récent, du moins au Canada. C'est peut-être depuis 2 ou 3 ans qu'on commence à en entendre parler. Puis si vous lisez, on a fait référence au dernier rapport du GIEC qui nous mentionne qu'on a un budget carbone limité, puis qu'on continue à émettre, on ne réduit pas nos émissions. Donc, le budget carbone fait en sorte que là, ça varie, mais d'ici quelques années, on va pouvoir faire face à l'échec, dire on n'a pas réussi à atteindre les cibles parce qu'on ne se décarbone pas assez rapidement. Un des messages qu'on essaie d'amener aux entreprises, cette espèce de truc d'urgence, là, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont un peu dans l'attente. Donc, certains, notamment dans l'Ouest, dans le secteur pétrolier, qui se disent, ben nous, on n'a rien qui existe, on attend la captation et la séquestration. D'autres sont dans la compensation. On attend des nouvelles technologies, on attend que le prix du solaire baisse. Donc, les entreprises sont beaucoup dans l'attentisme. Ils attendent quelque chose ils sont toujours en train d'attendre. Donc, on essaie de déconstruire un petit peu ça par nos services de consultation, par la création de guides et tout ça, pour arriver, puis je vais aller tout de suite là-bas par souci de temps, où les axes de décarbonation en entreprise, ce ne sont pas compris ni par les entreprises et très peu également par le gouvernement. Donc, peu de personnes comprennent l'étendue des différents axes de la décarbonation qui sont possibles. Je vous ai mis des principaux. Ils pourraient être classés différemment. Ce n'est pas parfait, mais il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites pour décarboner à l'entreprise. On a entendu beaucoup dans la dernière année l'hydrogène, l'hydrogène, l'hydrogène.
Puis quand je vous parle qu'il y a beaucoup de bruit qui, selon moi, freine l'accélération de la décarbonation, il y a beaucoup de bruit sur toutes sortes de thématiques, de technologies. C'est à tel point que nous, on a reçu des appels quand l'hydrogène était beaucoup dans les médias de gestionnaires de bâtiments au centre-ville de Montréal qui me disaient « Geneviève, tu ne nous as jamais parlé de l'hydrogène, pourquoi on ne regarde pas ça pour nos bâtiments? » Là, on doit expliquer que ce n'est pas du tout applicable dans leur cas, expliquer qu'il n'y a pas de mine d'hydrogène. L'hydrogène est produit à partir d'une autre source énergétique. Donc, il y a beaucoup d'éducation encore à faire pour que les entreprises et même les citoyens là, puissent aider les politiques, aider les gouvernements à respecter leurs engagements. Ce que je vous montre là, ça sera ma dernière diapositive. Donc, puis c'est évolutif, un peu tout ça, c'est assez récent là, que les entreprises regardent à faire des stratégies de décarbonation. Il y a des guides, des pratiques qui commencent à être publiées. Tout ça va certainement se raffiner au fil des années. Mais ce que vous voyez à droite, c'est l'étendue, puis je vais vous donner quelques exemples pour chacun, l'étendue des différents axes de décarbonation. Puis ce que vous voyez à gauche, c'est la façon que nous, on a trouvé la plus efficace de présenter des résultats de stratégie de décarbonation aux entreprises. Donc, le graphe, je vais vous l'expliquer rapidement. Vous avez à gauche le coût d'abattement de la tonne, qui n'est plus ni moins la valeur économique d'un projet en relation sur son cycle de vie, en relation avec la diminution des émissions de gaz à effet de serre, qui est probablement l'indicateur le plus près qui se compare au coût du carbone. Parce qu'au Québec, au Canada, c'est des chiffres qui commencent à être compris par les entreprises. Quand Trudeau dit que ça sera 170 qu'on attend la bourse de carbone à 20 c'est une espèce de point référentiel qui commence à être compris par les entreprises et on essaie de se dire, voici tes projets de décarbonation, comment ils se comparent au coût du carbone, etc., dans un but de démontrer que réduire est aussi une bonne idée, que ça peut être économique. Ce que vous voyez dans les barres bleues, en réalité, puis ça, vous comprendrez que c'est une représentation illustrative, mais de stratégies qu'on a vraiment réalisées, puis je ne peux pas les présenter. Mais les barres bleues, donc, c'est des axes, c'est des stratégies de décarbonation où la largeur représente là, la réduction des GES, là, donc en quantité, puis la hauteur représente le coût de carbone. Ce que vous pouvez remarquer, ce que je trouve très intéressant et encourageant, c'est que quand on fait l'éventail de toutes les possibilités de décarbonation dans un portfolio de bâtiment ou dans une entreprise, on a une espèce de courbe qui, évidemment, au départ, pas évidemment, mais c'est le côté qui n'est pas évident, qui l'est pour moi, parce que je travaille beaucoup en efficacité énergétique, c'est qu'il y a beaucoup de mesures de décarbonation qui sont rentables pour les entreprises. Donc, je sauve une tonne de GES, mais je accrois également mon bénéfice d'entreprise. Et ça, c'est très, très mal compris. C'est un message que j'essaie, moi, dans ces différents événements comme ça, de véhiculer beaucoup. Puis si vous regardez la courbe, vous avez été attentif, vous voyez, puis pour l'instant, c'est des chiffres qui commencent à se confirmer parce qu'il y a des informations qui commencent il y a certaines personnes qui travaillent sur stratégie, commencent à divulguer des chiffres, etc., ou dans un contexte canadien, dans beaucoup d'entreprises et dans la plupart des bâtiments, il y a possibilité de réduire de 40 à 60 les émissions de gaz à effet de serre dans un environnement qui est économiquement rentable. Donc, quand on parle de rencontrer les cibles de 45 et qu'on entend beaucoup de personnes dire c'est trop cher, on ne peut pas y avoir des chocs économiques, tout ça, ce n'est pas vrai. Il y a un environnement, on peut réduire de peu près la moitié dans un environnement rentable. C'est-à-dire pas nécessairement qu'ils se rentabilisent en un an, mais qui sur un coût de cycle de vie. Donc, on ne perd pas d'argent, on a une valeur actuelle nette qui est positive. Le principal frein à accélérer ça, notamment de comprendre, le deuxième va être celui qui était mentionné là, par Alexandre tout juste avant moi, qui est un accès à la main-d'œuvre. Présentement, le secteur de l'efficacité énergétique partout au Canada est en criant manque de main-d'œuvre. Beaucoup d'entreprises disent on pourrait doubler notre chiffre d'affaires si on pouvait mettre la main sur le double de personnes. La demande est exceptionnelle. Les entreprises veulent soutenir la demande, les entreprises de tout secteur, construction, consultation, ingénierie, technologie, mais un criant manque de main-d'œuvre. Donc, quand on parle de faire une transition d'une énergie fossile à une économie verte, c'est une question de requalification de main-d'œuvre, mais on est en criant besoin de main-d'œuvre. Je ne sais pas combien il reste de temps, Simon, mais je vais juste passer peut-être 10 secondes sur chacun. Est-ce que je n'ai pas regardé? Vas-y, je pense que tu peux. C'est bon? Bon, une des choses, un des messages qu'on essaie d'amener au niveau des décideurs politiques, à des décideurs publics, mais aussi des entreprises, c'est de dire vous pouvez décarboner sans heurter la rentabilité financière de votre entreprise.
comment y arriver? Donc, les principaux axes qui permettent d'y arriver, c'est tout ce qui est dans gestion des actifs. Donc, quand je parlais de culture, là, qu'on a une culture de gaspillage, donc le réflexe premier, on construit une usine, on construit un bâtiment, on le construit le moins cher possible, on ne pense pas à l'énergie, on ne pense pas au carbone opérationnel, on ne pense pas au carbone intrinsèque, on construit le bâtiment puis on réagit après. Dans tout ce qui est gestion des actifs, ça inclut plein de choses, c'est notamment de se dire, nous allons intégrer dans nos critères de conception tout de suite des considérations énergétiques qui ont une rentabilité financière, des considérations carbone. Et le surcoût du bâtiment, c'est vrai qu'il sera 10% plus cher, mais on est capable d'avoir des bâtiments qui sont net zéro. On est capable, en concevant des usines, de tout de suite la concevoir de façon à ce qu'on va pouvoir intégrer du renouvelable, on va récupérer le maximum d'énergie, avoir des équipements efficaces, la conception va être faite adéquatement. Donc, il y a des réelles opportunités qui sont extrêmement rentables au niveau du coût d'abattement parce qu'on parle de faire un petit effort sur des investissements qui étaient déjà planifiés. Donc, la rentabilité de ça, elle est exceptionnelle. Évidemment, dans la gestion de l'énergie, DGS, on touche vraiment la culture de l'énergie. C'est vraiment de faire en sorte que, vous savez, maintenant, les plus jeunes ne seront pas, les plus vieux seront comptés. Avant la santé et sécurité, dans les industries, c'était assez le Far West, c'était très réactionnaire. Quelqu'un se coupe la main dans une machine, on met un garde, quelqu'un arrive quelque chose. Maintenant, c'est bien ancré dans les entreprises, la santé et sécurité. Certains même commencent des meetings Teams en disant la minute de sécurité, même si on parle d'un autre sujet. Donc, tout ce qui est gestion de l'énergie vise à instaurer dans les entreprises une culture de gestion de l'énergie de façon à ce qu'il n'y ait plus un projet qui lève sans qu'on ait pensé au carbone, qu'il n'y ait plus un équipement qui soit acheté sans y avoir pensé, qu'on revoie le télétravail, qu'on revoie les pratiques, qu'on éduque, qu'on sensibilise, etc. Le troisième, c'est l'efficacité énergétique. Donc, c'est vraiment celui d'avoir des appareils. On a réduit nos besoins au début. Maintenant qu'on a réduit nos besoins, qu'on a une enveloppe performante, une industrie performante, on va avoir des appareils qui sont performants. Il y a toute la notion de réseau d'énergie que je vais passer parce que c'est plus compliqué à expliquer rapidement. Substitution de carburant, électrification, utilisation de carburant moins polluant. Au niveau de l'électrification, grande thématique forte à travers le Canada. Beaucoup de personnes commencent à dire plus ouvertement que ça va créer des pressions énormes sur le système électrique, puis que si ce n'est pas arrimé à des stratégies d'efficacité électrique, ça ne fonctionnera pas. Les entreprises ne veulent pas non plus. Il y a des considérations d'infrastructure incroyables à l'électrification des charges de chauffage puis de production industrielle. Donc, oui, c'est une solution, mais c'est une solution qui doit être pensée de manière intelligente, autant par les décideurs publics que par les entreprises. Évidemment, l'intégration des énergies renouvelables, captage et stockage qui va être probablement essentiel dans certains secteurs industriels, puis tout ce qui est instrument de marché. Donc, j'achète du gaz naturel renouvelable pour les résiduels, mes émissions, je compense, etc. Donc, le message que je voulais faire, c'est que ça touche tous les champs d'expertise. Les nouvelles technologies, les pratiques de gestion, la conception, la rénovation, les instruments de marché. Les axes, il y en a beaucoup. Ils sont à peu près classés dans un ordre logique de réduire les besoins, efficacité énergétique, compensation, à peu près placés en ordre de rentabilité. Puis le message que je voulais amener aujourd'hui, c'est de se dire, il y a beaucoup de bruit, les entreprises comprennent mal qu'est-ce qui peut être fait, puis il y a un grand effort d'éducation à faire, de sensibilisation pour que les entreprises, qu'elles soient très grandes ou plus petites, puissent là, nous accompagner là, dans l'atteinte des cibles de réduction de GS. Donc, ça conclut. Merci beaucoup. C'était un petit peu plus que 10 secondes par thème, là. Ah, désolé. Non, ça va. Désolé. Merci beaucoup. C'est super intéressant. Puis en fait, il y a des points qui vont revenir dans ma propre présentation. Donc, Geneviève Gauthier, là, je rappelle que tu es directrice nationale chez Econolaire. Donc, à mon tour de partager l'écran ici, que vous devriez voir maintenant, j'espère. Donc oui, je voulais parler des certains dilemmes de la carboneutralité. Il y en a peut-être malheureusement beaucoup. Là. Il y en a certains qui ont été déjà couverts dans les deux présentations que vous venez d'avoir. Donc moi, je suis chercheur à l'Institut d'énergie Trottier. On fait beaucoup de travaux sur la carboneutralité depuis quelques années. Bien, en fait, sur les grandes stratégies de réduction de gaz à effet de serre d'abord, puis évidemment les approches de carboneutralité qui sont devenues plus la norme là, depuis 2 ou 3 ans. Donc, ce que je pensais faire, il y a peut-être d'entre vous qui ont vu passer il y a quelques semaines là, une publication qu'on a faite dans le Climatoscope où on parlait du fait que, en fait, réfléchir en termes de carboneutralité, ça change énormément de choses
Dans certains cas, ça change tout pour certaines solutions envisagées pour décarboner l'économie canadienne, mais évidemment les différentes économies dans le monde. Donc, tout ça, ça veut dire qu'il y a des pièges que maintenant, on est capable d'identifier assez bien. Puis je pensais utiliser les minutes que j'ai pour en discuter quelques-uns des principaux. Il y en a d'autres, là, comme je disais, mais je pense que je vais être capable d'en couvrir quelques-uns en rafale. Puis évidemment, ça va me faire plaisir d'aller plus loin dans les questions si nécessaire. Donc, je vais en couvrir 4, là. Le premier piège, peut-être le piège parapluie, entre guillemets, c'est-à-dire le piège qui sous-tend tous les autres, c'est un peu le sujet qu'on met de l'avant dans l'article dans Climatoscope avec mes collègues l'IET, c'est la question des solutions transitoires. Donc, quand je dis un changement de paradigme là, par rapport aux approches de carboneutralité, c'est que pendant longtemps, on s'est attardé là, aux stratégies pour arriver à des réductions profondes, là, souvent comme on utilisait l'anglicisme, donc 70-80 à long terme de réduction pour l'ensemble de l'économie. Évidemment, il y avait des idées assez populaires qui sortaient. Premièrement, le fait qu'on avait consacré l'expression avec les approches all of the above là, en bon français, donc utilisant n'importe quoi qui nous amène des points de réduction de gaz à effet de serre, étant donné qu'on réalisait lentement mais sûrement l'ampleur de la tâche là, de vraiment transformer à la fois les systèmes énergétiques puis les économies de façon plus générale. Donc, le problème, c'est que quand on change l'objectif pour 60 à 70 vers carboneutralité, il y a beaucoup de solutions qui étaient intéressantes d'un point de vue d'apporter quelques points de pourcentage qui, tout à coup, sont plus compatibles avec la carboneutralité à long terme. Là, je veux juste faire une petite pause pour dire, justement, le terme long terme, c'est lui-même un sous-piège du piège numéro 1 ici. Long terme, c'est dans 27 ans et des poussières là, pour la carboneutralité. On parle de transformations sociétales qui sont absolument majeures, autant d'un point de vue technologique que de comportemental, etc. Et donc, ce n'est pas beaucoup de temps. Donc, faire des choix aujourd'hui qui nous aident pour une cible intérimaire arbitraire comme 2030, mais qui aident évidemment comme jalon, c'est un piège qu'il faut faire très attention. On a plein d'exemples de politiques de ce type-là dans le passé qu'on a utilisé. Pensez aux obligations de carburant renouvelable dans l'essence, donc un certain pourcentage d'éthanol dans l'essence, par exemple, pour aller chercher quelques points de pourcentage de réduction de gaz à effet de serre dans le secteur. Ou peut-être plus majeur, le remplacement dans beaucoup de régions du monde, là, y compris au Canada, de centrales électriques au charbon par des centrales au gaz naturel. L'idée, c'est qu'évidemment, si on fait ça en 2022, en 2025, en 2028, ça donne un très bon gain pour approcher la cible de 2030, au moins pour le secteur de l'électricité dans certaines régions. Par contre, la centrale au gaz en 2032, en 2034 ou en 2038, à un moment donné, il va falloir faire quelque chose avec parce qu'elle produit quand même une quantité importante d'émissions. Donc, si le point final, le but ultime, c'est d'arriver à la carboneutralité en 2050, ce n'est pas une approche qui est compatible, à moins de penser au fait qu'on détruira l'infrastructure quand on voudra dans les années 2030. Et comme vous savez tous, j'en suis sûr, détruire les infrastructures, ce n'est pas quelque chose qu'on fait très souvent. C'est extrêmement difficile à faire politiquement et de toute façon, c'est très coûteux. Donc, quand on réfléchit aux choix d'aujourd'hui, même s'il y en a qui semblent nous aider à court terme, il faut faire très attention. Puis vous allez voir évidemment d'autres versions de ce piège-là dans les prochains que je vais présenter. Un deuxième piège, c'est la question du captage et séquestration du carbone, donc le CSC. Donc, il y a eu une grande quantité d'études sur la carboneutralité dans le monde, dont nos travaux, d'autres au Canada, puis partout ailleurs dans le monde, là, dans les 3 ou 4 dernières années. Beaucoup qui ont fait des modélisations, des projections ou des analyses à plus long terme. Qu'est-ce que ça veut dire, un monde carboneutre, etc. Et il y a plusieurs consensus, il faut le rappeler dans ces résultats-là, même si les résultats ne sont pas toujours exacts. Évidemment, c'est un exercice là, de projection très loin dans le futur, c'est normal. Mais parmi les consensus, il y a le fait que la plupart des études montrent qu'il semble que ça va être inévitable d'utiliser les technologies de captage et de stockage de carbone de façon assez substantielle dans les trajectoires vers la carboneutralité. Donc, quel est le piège ici? Bien, en surface, c'est un constat qui semble rejoindre celui de l'industrie du CSC, premièrement, qui en voit partout depuis longtemps pour des raisons évidentes. Puis d'autres partenaires de cette industrie-là plus récents, comme le secteur pétrole-gaz au Canada, par exemple, pour parler des choses dans le contexte canadien. Sauf que le piège, c'est de confondre l'importance qui est donnée dans les résultats de ces études-là avec un besoin pour des stratégies qui en utilisent à court et moyen terme de façon non discriminée, autrement dit un peu partout. Donc, ce que les résultats des études montrent, y compris les nôtres, c'est que c'est impossible de réduire les émissions à zéro pour certains secteurs qui sont soit très difficiles à décarboner ou des secteurs où il n'y a pas d'alternative vraiment là, aux émissions. Donc, on peut penser, là, les secteurs évidents là-dedans, c'est normalement
les émissions hors combustion d'énergie, comme en agriculture ou dans les procédés industriels, même certains secteurs du transport pour lesquels les technologies sont à un stade très, très tôt là, dans leur développement. Donc, ces émissions-là qui vont rester vont devoir être captées si on veut arriver à carboneutralité ou sinon compensées par des émissions négatives là, où on utilise la biomasse comme combustible pour produire de l'énergie comme de l'électricité, puis on capte les émissions. Donc, au net, ça fait potentiellement des émissions négatives. Le problème, puis c'est là le piège, c'est que cette quantité minimale-là de captage pour les émissions inévitables, elle est immense. Donc, sur la diapo, ce que vous voyez, c'est quelques-uns des résultats de nos scénarios, par exemple, dans un exercice qu'on avait fait l'année passée. Et je n'irai pas dans le détail, mais vous voyez les années en bas, 2030-2040. Donc, c'est des projections. Puis les noms des scénarios, quand vous voyez NZ, ce sont des scénarios net zéro, donc de carboneutralité. Donc, regardez le cercle en rouge, ça donne les émissions restantes au point de carboneutralité en 2060, là, mais on pourrait regarder 2050 aussi. Et vous voyez qu'il y a quand même des barres assez importantes dans la section positive. En fait, ce qu'on trouve dans nos résultats à nous, c'est qu'il y a une quantité de captage essentiel. Là, ça, c'est dans une modélisation où tout est optimisé. C'est évidemment une sous-estimation de ce qui va être nécessaire. On arrive à peu près 150 mégatonnes de captage nécessaire à chaque année. Donc, captage, stockage, il n'y a aucune expérience de stockage à une telle échelle dans le monde pour l'instant. Donc, évidemment, il y a beaucoup d'incertitudes technologiques, mais aussi plus générales là, en utilisant autant. Donc, avant de se mettre à utiliser du captage dans toutes sortes de secteurs, simplement parce qu'on veut maintenir un statu quo, pas bouger trop vite, même si on disait oui, mais au moins à court terme, en attendant que ce soit moins cher de réduire dans tel secteur, on va capter, puis après ça, on transformera ça. Bien, je vous ramènerai à la diapo précédente. Si on fait ça, par exemple, dans le secteur pétrole et gaz, je vais y revenir tantôt, bien, ça veut dire qu'on va construire des infrastructures très, très imposantes à grand coût pour le transport du CO2, pour le stockage, qui vont être maintenues par la suite. Donc, encore une fois, très, très difficile à avoir la compatibilité de ça avec la carboneutralité à plus long terme. Donc, un danger assez sérieux là, pour ces stratégies-là. Troisième piège, bon, évidemment, toutes les études que je mentionnais, les nôtres y compris, montrent un autre consensus, c'est celui de l'électrification. Bon, ça ne veut pas dire que l'électrification va faire toute la décarbonation, ça veut dire que l'électrification est extrêmement importante dans tous les secteurs, dans les trajectoires de carboneutralité. Il y a beaucoup d'autres choses aussi, là, en passant. Là, on parle beaucoup de l'électrification, puis évidemment, ça nous fait négliger peut-être d'autres sources, d'autres transformations. Mais ici, je veux parler juste de l'électrification pour parler d'un ordre de grandeur. Donc, ce que vous avez sur la diapo, c'était nos résultats l'an passé aussi. Bon, toujours la même chose, 2050, 2060. Regardez vers la fin, les scénarios, je m'excuse, ce n'est pas la même légende, mais CN, c'est pour carboneutralité, donc les 3 barres de droite dans chaque groupe. Vous voyez la différence avec la barre du point de départ là, qui était les données de 2016. Donc, c'est une quantité d'électricité qui est entre 2 et 3 fois plus grande que ce qu'on utilise maintenant ou ce qu'on utilisait il y a juste quelques années. Donc, dans certaines provinces canadiennes, c'est une augmentation d'un facteur de 3 à 4. Donc, évidemment, c'est des transformations majeures. Même le Québec, qui est peut-être dans la meilleure position là, par rapport à cette augmentation nécessaire-là, bon, on prévoit entre 50 et 75 d'augmentation de la demande d'électricité sur un horizon de 20-25 ans. Ça veut dire, pensez-y, une fois et demie, une fois et 3/4 le réseau d'Hydro-Québec actuel. Donc, ce sont des transformations extrêmement majeures. Donc, dans un rapport que j'ai fait avec ma collègue Héloïse Edom là, de l'Institut Trottier, on avait recensé là, dans la dernière année, dans le fond, tous les documents de planification des services publics d'électricité dans les provinces du centre et de l'Est canadien pour voir comment ils entrevoient ça, cette transformation-là, qu'est-ce qu'ils planifient comme augmentation d'infrastructures, etc. Et ce qu'on a trouvé, c'est que malheureusement, l'écrasante majorité d'entre eux, Hydro-Québec étant une exception importante, mais quand même partielle là, pour le niveau de détail, à part Hydro-Québec, il n'y a personne qui entrevoit vraiment ce genre d'ampleur-là dans la transformation. Puis ça, c'est très problématique parce que la liste de défis pour transformer les réseaux électriques, elle est très grande, là, elle est très longue, en fait, je devrais dire. Donc, il y a énormément de besoins en nouvelles infrastructures de production, évidemment. Ça, évidemment, on comprend ici que dans les trajectoires de carboneutralité, en général, quand on a une électrification, on a une augmentation automatique de l'efficacité énergétique juste par le changement de la substitution technologique. Mais après ça, bien évidemment, il y a d'autres efforts d'efficacité énergétique à faire pour réduire ça. Et malgré ça, on arrive, en incluant là, les efforts d'efficacité énergétique principaux, à des facteurs là, 2 à 3 là, pour l'augmentation nécessaire. Bon, il y a des besoins immenses en infrastructure de transmission. On atteint déjà des seuils critiques dans certaines provinces canadiennes, comme en Ontario. Il y a une adaptation qui n'est pas tout à fait là de la planification des réseaux pour les changements dans les profils de demande. Tout le monde va faire charger ses voitures
la nuit, va électrifier le chauffage de l'espace, de l'eau, etc. Télétravail aussi a fait quand même un changement. Bien, tout ça avec en toile de fond le fait que si on procède vraiment à une électrification massive des sociétés, ça veut dire que ça prend une augmentation assez drastique de la résilience de ces réseaux-là parce que tout à coup, tout le monde va se chauffer en hiver, là, donc on ne peut pas avoir des pannes de 12 heures de temps en temps là, dans le réseau. Même chose pour se déplacer, donc si tout le monde a des véhicules électriques ou en tout cas une grande partie de la population. Donc, il y a énormément de défis, puis ça, c'est par-dessus les défis des chaînes d'approvisionnement. Donc, dans la transformation des réseaux, il y a des délais de plusieurs années pour certains appareils. Donc, autrement dit, il faut bouger vite. Et le fait que les planificateurs ne voient pas vraiment cette ampleur-là pour l'instant est assez problématique. Donc, le rapport lui-même avait été complémenté par des tables rondes. D'ailleurs, Geneviève, tu étais là à une de ces tables-là. Donc, le consensus était vraiment qu'effectivement, la liste de défis est presque étourdissante. Là. Donc, ramener tout ça dans une approche beaucoup plus intégrée, mais qui permet de bouger vite, ça nous apparaît comme essentiel là, dans ces trajectoires-là. Défi numéro 4, là, le temps file, mais je vais conclure vite. Je voulais juste dire quelques mots au moins sur le secteur pétrole et gaz. Évidemment, dans le contexte canadien, c'est l'éléphant dans la pièce toujours. Là, donc, quand on parle de respecter les engagements internationaux puis les cibles canadiennes en matière de climat, tout en conservant un secteur de production de pétrole et gaz. Moi, je veux juste souligner quelque chose qui est, je trouve ça un petit peu dangereux de toujours avoir ce débat-là dans le contexte où on a une description simpliste du défi économique qui est lié au remplacement des exportations, des revenus d'exportation, puis des niveaux d'emploi du secteur. Alexandre a touché à ça dans sa discussion tout à l'heure. Donc, il y a plusieurs stratégies pour réduire les émissions du secteur qui sont à peu près le quart des émissions canadiennes, donc qui est en croissance là, continue depuis très longtemps. Donc, autrement dit, il faut trouver le moyen de les réduire assez drastiquement. Donc, évidemment, l'option numéro 1, c'est de réduire drastiquement les niveaux de production. Donc, moins de production, moins d'émissions. C'est ce qui, en général, sous-tend le débat là, de quoi faire. Est-ce que ça va être trop cher en termes de perte d'emploi, de perte de revenus ou non? Moi, je ferais le point qu'il y a d'autres alternatives, mais ils ont tous des problèmes qui sont beaucoup plus grands que la stratégie de diminuer drastiquement, puis après ça, de faire des vraies stratégies de transition pour les travailleurs, pour la restructuration du secteur de l'énergie au Canada, etc. Donc, par exemple, on pourrait compenser les GES du secteur par plus de réduction dans les autres secteurs, donc être encore plus agressif dans le bâtiment, dans l'industrie, dans le transport. Le problème, c'est que c'est déjà extrêmement difficile d'arriver à quelque chose qui est même proche des cibles dans les autres secteurs. Si on prend le bâtiment, là, qui est un endroit quand même où il y a des solutions qu'on connaît bien, je pense, Geneviève, tu as mentionné rapidement tantôt la question de la main-d'œuvre. Même si on voulait décarboner le bâtiment en 5 ans en disant on va tout faire des rétrofits partout, puis mettre des thermopompes, puis etc. Puis si ça coûte cher, tant pis, on va le compenser. Au moins, on garde les emplois dans le secteur pétrole-gaz. En fait, il y a des contraintes physiques en plus de financières. Donc, ça prendrait quelques centaines de milliers de travailleurs de plus pour décarboner en 5 ans ou 10 ans 9 millions ou 10 millions de bâtiments. Là. Donc, c'est un peu difficile de voir comment cette stratégie-là pourrait être avantageuse. Puis le même point peut être fait dans les autres secteurs où les solutions coûtent encore plus cher. Donc, autrement dit, pour la société, ça serait un coût additionnel très important. Bon, les autres solutions, avec du CSC, est-ce qu'on pourrait utiliser ça à la place? Ben oui, mais là, je ramènerais ça à ma discussion sur le CSC dans le piège numéro 2. Donc, énormément d'incertitudes technologiques là-dessus. Très haut coût pour le moment pour la société aussi. Donc, autrement dit, les alternatives sont pires. Donc, c'est dommage, mais il va falloir résoudre la question du débat des pertes d'emploi et des pertes d'activité économique dans le secteur en l'attaquant de front. On attend toujours une stratégie le plus détaillée que des fonds très, quand même assez modestes là, pour l'ampleur d'une transition juste là, de ces secteurs-là vers autre chose là, pour les prochaines années. Donc, je vais arrêter ici là, parce que je veux laisser le temps pour les questions, là, mais juste faire le dernier point. Vous irez voir l'article si ça vous intéresse. Là, il y a d'autres observations qu'on souligne. En fait, c'est deux choses que je voulais dire en finissant. Premièrement, ce n'est pas les gouvernements qui peuvent tout faire là, dans le genre d'ampleur de transformation dont on parle. Il faut bien comprendre que ça prend des actions, des gestes, des mesures de tout le monde, les individus, les entreprises, petites, moyennes, grandes, et les gouvernements. Par contre, au point où on en est aujourd'hui, la question des signaux envoyés par les acteurs influents, comme les gouvernements à travers le politique,
comme les grandes entreprises aussi, les services publics d'électricité, doivent envoyer un signal clair à tout le monde que la transition, ça se passe, ça s'en vient, et en fait, c'est en cours plutôt, et qu'on essaie d'accélérer à travers différentes mesures. Donc, pour l'instant, il y a un flou encore dans les mesures annoncées et certainement les politiques gouvernementales pourraient être plus claires là-dessus. Donc, je vais arrêter là, ça nous laisse le 10 minutes pour les questions. Je pense que Jennifer, tu vas regarder pour les gens qui auraient des questions à nous poser. Oui, il y avait M. Maurizio Garzon qui avait une question tout à l'heure. Je ne sais pas, Maurizio, vous avez les accès pour poser une question. Donc, si jamais vous voulez ouvrir votre micro. Sinon, s'il y a d'autres personnes qui ont des questions, vous pouvez soit lever la main ou l'écrire dans le chat. Je vais vous donner les accès pour pouvoir poser votre question. Bonjour, oui, merci. Donc, j'avais posé la question qui est très générique, puis un peu qui est rattachée à nos croyances et valeurs personnelles. Donc, c'était du point de vue de quelle est la place du principe de croissance dans les discours de transition que vous présentez ici, parce que plusieurs des points que vous avez touchés vont accompagner souvent de la vision de croissance qui est encore rattachée à la transition comme si ça allait ensemble. Donc, je veux savoir exactement quelle est votre position par rapport à la décroissance dans les contextes de transition. Merci. Je vais laisser Geneviève ou Alexandre avant, puis je peux compléter après. Moi, ça va être très court. Dans ma pratique, c'est pas en travaillant avec les gouvernements, les entreprises, présentement, c'est pas du tout une thématique qui leur plaît. Ça, c'est clair. Donc, je peux impliquer dans la pratique par rapport à ça. Je pense que ça reste quand même des mouvements citoyens par rapport à ce qu'on aime consommer. Parce que dans la lutte au changement climatique, oui, il y a les pétrolières, il y a les entreprises, etc. Il reste que et les pétrolières, les entreprises vendent des biens et services à des individus. Puis ces individus-là font partie du problème dans notre amour des bébelles, notre amour du neuf, notre amour des nouvelles technologies, des changements, etc. Fait que dans ma pratique, ce n'est pas quelque chose qu'on regarde de par la nature des choses. Je pense que ça relève beaucoup plus d'un mouvement citoyen, d'une prise de conscience qui pourrait, à un moment donné, percoler dans les politiques publiques. Mais je vais laisser Alexandre amener, peut-être qu'il est plus près dans sa pratique de ces thématiques-là. Merci pour la question. Merci Geneviève pour ton intervention. Puis merci beaucoup Simon aussi pour ta présentation. Geneviève aussi. La question est vraiment très bonne. Le problème, c'est que le principe de décroissance dont vous mentionnez, ce n'est pas un principe univoque. En fait, la notion de décroissance est une notion qui est vraiment très, très confuse au niveau théorique et aussi au niveau pratique. Alors, la plupart des défenseurs de la décroissance, de ce que j'ai compris, finalement ne veulent pas une croissance négative du PIB. Ce n'est pas ça qu'ils entendent par décroissance. Mais encore là, c'est comme il y a un flou au niveau. Est-ce qu'on veut vraiment une croissance négative du PIB? C'est vraiment ça qu'on entend? Beaucoup de gens vont dire non. Alors, moi, ce que je dirais, c'est que comme au niveau théorique, alors il y a comme deux choses. C'est que, en effet, pourquoi qu'on devrait viser une croissance négative du PIB? Est-ce que c'est vraiment un bon modèle macroéconomique? Mais aussi, pourquoi est-ce qu'on pourrait pas avoir simplement un autre modèle? Alors, effectivement, il y a comme d'autres manières de qualifier la santé économique d'une nation qui ne passe pas par une croissance du PIB. Alors, c'est vraiment comme une notion, à mes yeux, très, très problématique et on devrait effectivement juste tout simplement laisser tomber la notion de croissance du PIB. On trouve un autre modèle. Ça peut être l'indice de progrès véritable, ça va être le produit intérieur doux. C'est juste qu'il y a comme il y a d'autres manières de voir. Alors oui, effectivement, on devrait juste comme laisser tomber la notion de croissance économique du PIB. De là, la remplacer par la notion de décroissance, ce n'est pas très clair parce que qu'est-ce qu'on veut dire par décroissance exactement? Par contre, si on veut parler de contraction économique qui serait vraiment bonne pour la société, ça c'est vrai, il y en a une panoplie. Il y a vraiment plein de contractions économiques, justement, comme penser par exemple le transport actif, c'est quelque chose qui au niveau macro pourrait être une contraction économique, c'est-à-dire qu'on va beaucoup moins dépenser pour des choses pas particulièrement productives comme des automobiles et de l'essence et on va être beaucoup plus en santé, donc on va dépenser beaucoup moins en médicaments. Alors tout ça pourrait être une contraction économique qui sera vraiment, vraiment, vraiment bienvenue et ça oui, ça sera une
contraction du PIB, mais c'est vraiment une bonne chose pour la société, mais ça ne veut pas nécessairement dire qu'après ça, au niveau macro, on doit nécessairement viser une croissance négative du PIB. Donc, ce que je dirais, c'est au niveau macro, on abandonne le modèle, on trouve un meilleur, et au niveau justement plus micro, bien, on trouve toutes sortes de contractions économiques qui sont peut-être bonnes pour nos vies et nos poches et meilleures aussi pour la société, puis on s'en fout du PIB. Moi, je rejoins Alexandre sur la fin. Dans nos études, souvent, on prend en fait une situation, pas le pire des cas, mais en fait, on se fie sur des projections de la demande qui sont faites par d'autres. Donc, autrement dit, pour ne pas être biaisé dans comment on choisit en fait notre vision de l'augmentation de la demande dans le futur, on part de là, puis après ça, on dit, bien, supposons que ça se réalise comme d'autres prévoient. Bien, qu'est-ce que ça donnerait comme évolution? Puis là, les résultats de scénario, ce n'est pas des prédictions ou des projections, il faut toujours le rappeler, hein. C'est des images possibles du futur. Après ça, on regarde ce que ça donne. Puis si on remarque des choses qui ne font aucun sens du point de vue sociétal ou du point de vue sectoriel, bien évidemment, il y a des décisions à prendre, il y a des choix politiques à faire, des choix de société, des choix citoyens aussi. Donc, par exemple, si tantôt je faisais le point avec l'électricité, parce que ça, c'est un sujet qui revient, si ça ne fait aucun sens de faire 3 fois plus d'électricité à la grandeur du pays puis d'autres régions dans le monde, bien, il va falloir réfléchir beaucoup plus fort à comment en avoir besoin de moins. Là, nous, on est parti du point de vue que bon, la Régie de l'énergie du Canada fait des projections sur la demande en électricité qui sont supportées par d'autres acteurs aussi qui font à peu près les mêmes ordres de grandeur. Et donc, évidemment, la place de la décroissance se trouve là dans les analyses de sensibilité où on dit, OK, bien d'abord, si ça ne se peut pas, on va faire varier quelque chose. Qu'est-ce qui arriverait si, puis là, pour ça, Alexandre, tu me faisais penser à ça avec ton point sur le transport actif, qu'est-ce qui arrive s'il y a un changement de rupture dans le secteur du transport, par exemple, puis qu'il y a une grosse partie de la population qui satisfait sa demande d'une autre façon que ce qu'on a eu jusqu'ici. Donc, c'est de cette façon-là que ça va se montrer dans les analyses, même si ce n'est pas toujours appelé décroissance pour les problèmes de définition qu'Alexandre mentionnait. Merci beaucoup. Vous savez que Mme Chaloux a une question également, Simon. Donc, si tu veux lui laisser la parole. Ben oui. Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Oui? OK, d'accord. Bonjour tout le monde. En passant, simplement vous dire qu'on n'a rien à envier aux side events qui ont lieu à Sharm el-Sheikh. C'est très pertinent, donc, ce que vous apportez aujourd'hui comme présentation. J'avais 2 courtes questions. Une peut-être plus pour Alexandre, quoique ça ne vous empêche pas de répondre. Et la seconde pour Alexandre, pour Simon et Geneviève. La première concerne la notion de transition juste parce que dans la présentation que tu as fait, Alexandre, mais aussi ce qu'on entend beaucoup dans une perspective du Nord, on parle de transition juste en ayant à l'esprit toujours le volet des travailleurs, la transition des travailleurs pour que cette justice soit là, alors que quand on suit les COP ici, je veux dire à distance, parce qu'on est tous à distance, mais quand on parle du volet transition juste, l'accent est beaucoup, beaucoup plus mis sur l'aspect intergénérationnel. Et est-ce que, d'une part, tu sens que cette notion de, quand on parle de décarbonisation, puis qu'on lie décarbonisation à transition juste, ça demeure encore, somme toute, un enjeu du Nord versus quand on a une vision plus englobante de la transition juste, on est davantage dans une logique, quand on écoute les COP, de dualité encore et de justice climatique envers les populations du Sud. Fait que ça, c'était ma première question, puis juste tout de suite dire la deuxième, puis après ça, je vous laisserai répondre. Ma deuxième concerne, en fait, les projections que tu faisais, Simon, sur le volet nucléaire. J'entendais tes conférenciers aborder le fait que le nucléaire n'est pas la solution, pas du point de vue de sa dangerosité, mais du fait que c'est tellement structurellement long et difficile à mettre en place qu'il faut arrêter aussi de penser naïvement qu'à court terme, moyen terme, le nucléaire sera la solution. On n'a pas le choix de l'avoir dans notre portrait énergétique, étant donné qu'il y a comme aussi des limites là, à ce que par exemple, l'éolien ou le solaire peut apporter, mais que le nucléaire est fondamental, mais qu'il faut arrêter de penser que c'est la solution à court terme, étant donné les longs délais de construction de ce genre d'infrastructure-là. Donc, j'aimerais peut-être vous entendre sur ce volet-là, quand on parle de décarbonisation, puis vraiment le rôle que vous percevez le plus réel que pourrait jouer le nucléaire dans ce portrait-là. Fait que 2 questions un petit peu différentes, là, mais voilà. Merci, right, Alexandre. Merci. Bonjour, Annie. Excuse-moi, Simon, tu voulais… Oui, tu étais sur mute. Non, c'est parce que tu étais sur mute. Je voyais que tu allais commencer à parler. All right. Je vais commencer donc par la première question qui lui est très adressée. Merci beaucoup, Annie, pour ta question. C'est vraiment une excellente question. En gros, c'est parce que, donc, je pourrais le dire ainsi,
ce que j'appelle la transition juste, et ce qu'en fait beaucoup de gens aujourd'hui, beaucoup de gouvernements appellent la transition juste, c'est comme un chapitre de la justice climatique compris au sens plus large. Alors, la justice climatique, c'est vraiment comme la distribution des fardeaux et des bénéfices de la lutte climatique. C'est l'inclusion des parties prenantes dans ces décisions réglementaires, si on pourrait dire. Et la justice climatique va toucher à la fois la réduction de nos gaz à effet de serre, l'adaptation au changement climatique. Il y a tout l'aspect intergénérationnel aussi que tu as mentionné. Alors, c'est sûr que comme il y a énormément de mesures de justice climatique qui n'ont aucun rapport, qui ne touchent pas nécessairement directement aux travailleurs. Alors oui, je pense que tu as raison d'indiquer que cette notion de transition juste qu'on parle en ce moment a vraiment trait à, disons, la transition énergétique juste pour vraiment les secteurs de l'énergie. Alors oui, ça sonne un peu comme un problème du Nord. Bon, moi, je dirais que on devrait peut-être, comme sûrement, ça garde un peu de clarté. Je ne dirais pas que c'est arbitraire, c'est juste que peut-être pratiquement, c'est un peu comment les termes sont utilisés. Alors, on va garder, disons, la notion de transition juste pour parler des travailleurs des différents secteurs énergétiques, pas juste des travailleurs, mais des travailleurs et communautés des transitions, des secteurs énergétiques. On peut penser, par exemple, aux populations autochtones qui travaillent beaucoup dans les secteurs de l'énergie au Canada et qui vont être très impliqués dans différents projets énergétiques au Canada. Alors, c'est sûr que comme ce n'est pas juste les travailleurs, mais c'est vraiment juste les travailleurs et aussi les communautés, les gens particulièrement touchés par la transition énergétique, mais ça, c'est vraiment juste comme, je dirais, un chapitre de toute la question beaucoup plus large de la justice climatique qui va là toucher justement à tout ce qui est réduction des gaz à effet de serre, adaptation au changement climatique, à tout l'aspect intergénérationnel. Alors oui, tu as raison de l'indiquer. Il y a une chose qui est comme plus précise et il y a une chose qui est beaucoup plus large, mais là, ce qu'on remarque, donc, c'est que les questions de justice, elles ont vraiment trait à pas mal tous les aspects de notre lutte, ou presque beaucoup de nos aspects, disons, sociaux de la lutte, pas des aspects techniques, mais des aspects sociaux de la lutte au changement climatique. Merci, Alexandre. Geneviève, tu veux dire quelque chose sur le nucléaire? Juste rapidement, c'est là où des fois c'est intéressant parce que dans le domaine énergétique, même canadien, puis aux États-Unis, de manière plus large, quand on parle de justice au niveau énergétique, ça touche moins les travailleurs que les ménages à faible revenu. Par exemple, sur l'impact que certaines décisions peuvent avoir sur les coûts et l'accès à l'énergie. C'est vrai au Canada beaucoup. Aux États-Unis, ils en parlent beaucoup. Là. Certains ménages sont débranchés de l'électricité parce que les coûts grimpent pour différentes raisons. C'est la même chose en Afrique. Donc, il y a aussi une notion de pauvreté. Mais au Canada, quand on parle de justice énergétique, là, ça touche, oui, les Premières Nations, puis beaucoup plus les ménages à faible revenu. Bon, eh bien, je vais enchaîner sur la deuxième question d'Annie sur le nucléaire. Ouais, j'ai passé vite dans les graphiques tantôt, puis c'était intentionnel aussi parce que je ne voulais pas rentrer dans le détail, c'était juste pour montrer les ordres de grandeur, mais c'est une question super importante là, que tu poses, puis c'est un peu drôle parce qu'il y a plusieurs années, dans mes propres études, bon, j'avais étudié l'histoire de l'énergie nucléaire, puis je trouve ça encore fascinant aujourd'hui à quel point on a les mêmes débats depuis 70 ans sur l'énergie nucléaire. C'est incroyable. Ceci étant dit, pour ce qui est de l'avenir du rôle du nucléaire là, dans les trajectoires de décarbonation, bon, évidemment, il y a les enthousiastes qui vont dire qu'on solutionne beaucoup des problèmes historiques avec l'énergie nucléaire par les petits réacteurs modulaires. D'ailleurs, dans les résultats que vous avez vus, c'était des scénarios où on avait des hypothèses optimistes là, sur ces technologies-là. Pour l'instant, il n'y en a pas de petits réacteurs modulaires là, en fonction qui marchent bien et qui fait toutes les promesses qu'on nous donne. Donc, je pense nous, on se garde certainement une gêne importante là, sur voir un rôle. Puis, tu mentionnes exactement le problème sur la question des délais. Donc, même si ce n'était pas une question technologique, d'incertitude puis de coût, on ne parle pas d'une contribution avant les années 2040. Encore une fois, dans une trajectoire de décarbonation, il faut prévoir en avant, etc. C'est correct là, de regarder, mais de dire, bon, de dévier l'attention des nombreux défis majeurs immédiats pour la transformation des réseaux électriques en ce moment, puis de la demande en électricité, là, pour revenir à mon point de tantôt sur la réduction possible de la demande. Évidemment, il faut faire très attention. Je pense qu'il y a des provinces qui ont des défis beaucoup plus immédiats que de simplement miser sur le petit nucléaire à long terme. Puis, on n'en entend pas beaucoup parler. Donc, il y a des stratégies beaucoup plus problématiques à court terme là,
on aurait ça. Mais pour répondre à ta question directement sur nos travaux, comment on choisit cette place-là, nous, on est obligé dans les travaux de jongler avec des incertitudes là, quand tu prévois la technologie dans 23 ans. Évidemment, tu peux pas, il faut que tu aies une marge d'erreur assez importante. Puis la façon de traiter ça, c'est avec des analyses de sensibilité. Donc, on en a fait. Qu'est-ce qui arrive si ce n'est pas du tout ces coûts-là qui arrivent? Ben oui, les petits réacteurs modulaires prennent le bord. Puis on se débrouille avec d'autres sources, plus d'intermittents, ça demande plus de construction. Sauf qu'après ça, ben, la gestion est évidemment un peu plus facile. Mais là, dans nos travaux, il faut comprendre aussi qu'il y a des limites dans le sens où, tantôt, je parlais des problèmes d'approvisionnement pour certains équipements électriques. Bien, évidemment, si en 2040, puis en 2030, puis en 2028, on se met à vouloir construire des milliers d'éoliennes. Je vous annonce qu'on ne sera pas les seuls dans le monde à vouloir faire ça en même temps, là. Donc, il y a aussi cette question-là. On le voit un peu, on a un petit peu un preview de ça avec les voitures électriques en ce moment, là. Donc, comment ça pourrait se jouer. Donc, il y a des décisions à prendre un petit peu plus tôt, quitte à casser des œufs, comme on dit souvent, là, puis à se tromper, mais il y a des choix qui doivent être faits d'infrastructure là-dessus. Donc, le nucléaire présente pour l'instant des incertitudes beaucoup plus élevées. Donc, faire attention aussi à comment on le traite à l'intérieur de ces choix-là. Merci beaucoup, messieurs. Y a-t-il d'autres questions, Jennifer? Je ne vois pas tout le monde. Je ne sais pas si le temps nous le permet. Sinon, il y a Félix Bérard-Magnan qui avait une question. Donc, il a l'accès pour ouvrir son micro si jamais il veut poser sa question. Donc, peut-être une dernière petite rapide vu que le temps est déjà écoulé. Oui, bonjour, ça va être assez rapide. Merci pour vos propos tout très intéressants. Par rapport au discours aussi de Mme Gauthier tantôt, quel est votre avis par rapport à l'impératif de croissance économique? On a toujours quand même ce qui est fortement ancré dans nos sociétés, dans nos entreprises aussi, alors que plusieurs estiment encore que la transition énergétique va affecter négativement leurs activités, l'économie. Et quelles seraient donc les actions immédiates à mettre en œuvre pour contrecarrer ou du moins réduire la prépondérance de ce narratif encore très puissant, notamment chez nos décideurs politiques? Merci, Félix. C'est une excellente question qui nécessiterait en soi un débat de plusieurs personnes, plusieurs perspectives. C'est certain, ça a été abordé, là, la décroissance, puis là, j'aime bien, Alexandre dit, bon, trouvons plutôt des indicateurs, la décroissance est un peu floue, etc. Il reste que ça demande un changement de structure économique qui est là depuis très, très, très longtemps. Donc, ça aussi, ce n'est pas nécessairement rapide. Il y a dans le domaine, on essaie toujours de présenter un peu les mêmes choses de manière différente pour attirer l'attention. Puis au niveau des entreprises qui commencent à être de plus en plus utilisées, c'est ce que je parlais de productivité énergétique, parce qu'au Canada, c'est encore beaucoup l'énergie qui contribue au GS. Je sais que c'est une portion, mais bon, de se dire, bon, mais comment tu peux ne pas heurter ton chiffre d'affaires et ton bénéfice, mais en émettant moins de GS, en consommant moins d'énergie. Oui, par l'efficacité énergétique, l'énergie renouvelable, tout ça, mais aussi avec des produits qui vont être mieux conçus, qui vont utiliser des matières premières qui viennent de moins loin, etc. Donc, de décarboner sa chaîne de valeur, d'essayer d'avoir des produits à valeur ajoutée, des produits qui peuvent être vendus plus cher, par exemple. Donc, il y a toutes sortes d'espèces d'axes qui sont peut-être pas parfait pour la réussite de l'atteinte globale des émissions de gaz à effet de serre, mais qui, au niveau des entreprises, est beaucoup plus facilement acceptable, puis qui va quand même mener à des résultats. Donc, ça, c'est des choses concrètes. Après, une des choses, puis ça, je ne veux pas m'étaler là-dessus, c'est moins mon dada, puis en plus, c'est très large, mais c'est sûr que le discours politique et le discours de certains secteurs d'activité qui mettent toujours en opposition l'économie et l'environnement, ça nuit énormément. Puis ça, c'est quelque chose qu'il faudrait voir à comment bien faire comprendre que l'économie n'existe pas sans la société, puis la société n'existe pas sans l'environnement, puis qu'on ne peut pas mettre tout ça en opposition. Puis on est en train de se rendre compte que même les modèles de développement durable où ils disent il y a l'économie, la société, l'environnement, puis il y a un petit bout ici où ce que tout se rejoint, que même ça ne fonctionne plus parce que il y a des entreprises qui sont en train de réaliser que la biodiversité, c'est important pour eux. Ils sont en train de réaliser ça pour leur chiffre d'affaires. Puis je pense que l'éducation, je vais revenir là-dessus,
l'éducation générale est assez mauvaise. On ne réalise pas en tant qu'humain que notre économie dépend des travailleurs puis dépend de l'environnement, puis que si on heurte l'environnement, ça va avoir un impact aussi sur l'économie, puis ce n'est pas en opposition. Donc ça, je n'ai pas la solution, mais je sais que le problème, là, si on essaie de le préciser, c'est vraiment dans les discours de certains secteurs puis les discours politiques qui veulent nous faire croire que ces deux-là sont des choses en opposition plutôt de se dire un dépend de l'autre. Oui, c'est une réponse super complète. Je ne sais pas trop quoi ajouter à ça. Peut-être juste une chose, si tu parlais, c'est ça, de cette idée-là qui prévaut encore là, d'opposer les deux. C'est juste pour. Moi, j'ajouterais que c'est pas juste une question de l'opposer, c'est que le fait qu'on les voit encore en opposition, ça fait que souvent, pour les gens au niveau politique, la discussion va porter sur une solution un peu étroite pour essayer de résoudre cette incompatibilité-là plutôt que de faire de reculer puis de voir la vue d'ensemble comme tu viens de décrire. C'est un peu un danger dans certains cas où on va toujours dire ah oui, mais dans ce cas-ci, c'est parfait. Bon, protéger l'environnement, ça a une valeur économique, donc allons pour cette. Mais en fait, ce que c'est ça, c'est toujours ramener à la sphère économique et de toujours voir l'environnement comme un obstacle. Là. De la façon que tu décris. Mais effectivement, il y a un besoin d'éducation qui semble évident là, pour essayer de mieux comprendre, autrement dit, là, le grand ordre des choses. Là. Moi, je dirais ramenez vos enfants, vos neveux, vos voisins en nature. Montrez-leur une ferme, faites-leur réaliser la richesse de ça. Je pense que c'est une partie de la solution. Oui, ben, en tout cas, vraiment excellente réponse, Geneviève. Merci beaucoup. Puis beau complément, Simon. Merci pour ta question, Félix. Puis effectivement, il y a comme il y a une chose, justement, c'est comme convaincre les politiciens dans leur discours. Donc, puis ça, c'est sûr que, je veux dire, on peut montrer au niveau économique à quel point les changements climatiques vont coûter beaucoup plus cher que l'action climatique. Donc, ne pas agir pour le climat va coûter vraiment très cher pour la société. Et au fait, aussi montrer que, justement, il y a des actions climatiques qui sont bonnes pour la société, qui vont être bonnes économiquement parce que ça va créer des investissements et des emplois chez nous. Alors, c'est comme deux éléments. Il y a l'aspect très économique de la question qui fait convaincre les politiciens, mais aussi il y a tout cet aspect, justement, tout l'aspect qui est non économique. Alors, tous les impacts sur la santé, l'environnement, la biodiversité, des changements climatiques sont vraiment importants, qui sont des valeurs qu'on n'a pas nécessairement à vouloir quantifier économiquement. Mais tout ça, comme tu dis, c'est comme il y a beaucoup de choses à changer dans le discours politique, mais j'ai comme vraiment hâte de voir justement comme ce cheminement être fait au niveau politique, au niveau de arrêter cette opposition-là entre environnement et économie au niveau du discours. Et j'ai comme vraiment hâte de voir le prochain politicien qui va nous dire ah oui, c'est vrai, on devrait abandonner le modèle de croissance économique. Ça, j'ai juste comme vraiment hâte de voir ça à la télé dans pas longtemps. Fait que, effectivement, ça prend comme un changement de discours. On verra dans les prochaines années. Merci beaucoup à vous deux. Merci à tout le monde. Je vais laisser le mot de la fin à Jennifer, peut-être, là, pour conclure. Eh bien, je tenais tout simplement à vraiment vous remercier pour cette intervention de qualité. Vous aviez une super belle synergie, les trois ensemble, donc ça a été très fortement intéressant. Également, un petit mot de la fin, donc je vous invite, si vous voulez en savoir plus sur le sujet, à venir consulter le site du climatoscope.ca. C'est une foulée d'articles de vulgarisation scientifique qui sont également gratuits et disponibles en ligne. Donc, merci à tous et à toutes d'avoir été là et je vous souhaite une excellente journée et bon dialogue et bonne COP. Merci.